En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Cette citation issue du Prince de Machiavel nous démontre que pour lui, la politique n'a pas un but moral, elle a un objectif d'efficacité. Si vous tombez sur le thème de l'État en philosophie, il faut savoir qu'il y a deux regards à apporter. Il y a le regard de celui qui est au sommet de l'État, le prince, celui qui dirige, mais il y a également le regard de celui qui est gouverné par l'État, les citoyens par exemple. Par le thème d'État, on admet un pouvoir. Et donc le pouvoir, il y a les humains qui l'ont et il y a les autres qui le subissent. Subir, c'est peut-être assez péjoratif, mais en tout cas, qui sont au-dessous du pouvoir. Et ça, il faut le prendre en compte parce que j'ai vu trop peu de copies en philosophie qui prenaient en compte ces deux visions. Soit qui parlaient que du peuple qui subissait l'État, comment le peuple voyait l'État, comment les citoyens conceptualiser et théoriser l'État, ou à contrario, j'ai vu des copies où ça ne faisait que parler des dirigeants, etc. Vous devez prendre en compte les deux. Déjà, il faut prendre en compte celui qui dirige, le dirigeant. Et pour ça, je vous conseille deux superbes ouvrages, Le Prince de Machiavel, mais aussi Propaganda, manipuler l'opinion en démocratie d'Édouard Bernays. Ces deux livres, nous en avons fait un podcast dans notre prépa 17 heures de cours passionnants pour décrocher un 20 sur 20 en philosophie. Le lien de cette petite prépa est en description, je vous laisse la découvrir. Et quand on a parlé de l'État en fonction des dirigeants et de leur manière de voir l'État, de comment se comporter pour gouverner, on peut voir comment l'État est théorisé par les citoyens. Et donc on va vraiment remonter aux origines de l'État. Déjà, il faut savoir que les hommes ont toujours fait de la politique. Mais ça, vous pouvez pas le mettre sur une copie, ça fait trop large. Vous pouvez pas dire depuis la nuit des temps, etc. Ça, ce sont des formules que les professeurs détestent. Par contre, vous pouvez dire que pour Aristote, l'homme est un animal politique. Pour lui, nous avons toujours fait de la politique, même en petits groupes, et l'homme est le seul animal capable de faire société. C'est-à-dire de constituer une sorte de clan à très grande échelle. Maintenant, comment passe-t-on d'une société d'animaux politiques à un État? Eh bien, Rousseau, mais pas que lui, il y a également Hobbes et John Locke qui ont travaillé dessus, parlent d'un contrat social. Pour Rousseau, en créant l'État, nous échangeons une part de notre liberté contre une part de sécurité. Il y a une notion d'échange. Nous acceptons d'être gouvernés par quelqu'un, donc forcément, nous allons réduire notre niveau de liberté parce que pour faire société, il va falloir que mes libertés n'entravent pas sur celles de mon voisin. Donc forcément, ça va entraver ma liberté. Parce que si je trouve par exemple que l'appartement de mon voisin est plutôt sympa et que je veux aller m'y installer, je ne peux pas dégager mon voisin de son appartement parce que des lois m'en empêchent. Donc en fait, ça contrecarre un peu ma liberté, mais pour que la liberté de mon voisin soit préservée. Ça, c'est un cas extrême, mais il y a beaucoup d'autres cas dans la vie où on abandonne un petit peu de notre liberté contre de la sécurité. C'est-à-dire qu'on abandonne le fait qu'on pourrait faire du mal à quelqu'un pour obtenir, et en retour, les autres ne peuvent pas nous faire du mal pour obtenir. Donc tout le monde perd un petit peu en liberté, mais on gagne tous en sécurité, en théorie, dans le contrat social de Rousseau. Pour Hobbes, c'est un petit peu le même système, sauf que pour lui, c'est même pire, parce que pour lui, les hommes sont naturellement mauvais, égoïstes et dangereux. Il nous dit, l'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire que si vous mettez des humains comme ça dans la nature, ils vont être horribles entre eux. Ça va être, comme nous dit l'Ancien Testament de la Bible, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tout le monde va se disputer, se battre et se tuer pour avoir plus. Ce sera ce qu'il appelle la guerre du tous contre tous. Et pour empêcher ça, il faut un État qui soit extrêmement fort. Et Hobbes imagine une sorte de monstre, ce qu'il appelle le Léviathan, qui est le titre de son livre, qui est une espèce de gros serpent monstrueux, qui en fait est l'image d'un souverain, donc un monarque extrêmement puissant qui va rétablir un petit peu la justice, qui va former l'État et qui va dire ok, calmez-vous, arrêtez de faire la guerre de tous contre tous. Et si les citoyens ont peur de cet État fort, eh bien ils vont arrêter de faire la guerre de tous contre tous. Et donc, ils vont faire société grâce à cet État qui est puissant et qui fait peur, le Léviathan. Pour Hobbes. Arthur Schopenhauer est assez d'accord avec la vision de Hobbes puisqu'il dit « L'État n'est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive cette bête carnassière, l'homme, et de faire en sorte qu'il ait l'aspect d'un herbivore. » C'est-à-dire que les hommes sont dangereux et il faut l'État qui les muselle finalement. Mais est-ce que finalement c'est pas assez dangereux d'avoir un État extrêmement puissant? On a vu il n'y a pas si longtemps, au XXe siècle,
qu'il y a des régimes très puissants qui n'ont pas fait que du bien. C'est pour ça que l'auteur Paul Valéry nous dit « Si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons ». Là, c'est exactement l'idée que je viens de développer. Si l'État est faible, eh bien c'est la guerre de tous contre tous, donc c'est l'insécurité totale. Par contre, si l'État est trop fort, ok, il n'y a pas d'insécurité parce que les citoyens sont complètement écrasés, mais du coup, l'État devient le nouvel ennemi. Pour Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, qui est son livre le plus compliqué, je vous conseille absolument pas de commencer par lui, mais dans ce livre, il dit « L'État est le plus froid des monstres froids ». Il veut donc dire que l'État, par sa froideur, le fait qu'il soit dépourvu de sentiments et qu'il ne pense qu'à l'efficacité, peut prendre des lois pragmatiques qui seront absolument inhumaines. Encore une fois, comme on l'a vu au XXe siècle. Et donc, est-ce que parfois, il faudrait pas se rebeller contre cet État qui nous écrase, comme dirait Paul Valéry, et qui nous impose des lois injustes? Eh bien, c'est exactement ce que dit le philosophe Étienne de la Boétie dans son livre « Discours de la servitude volontaire ». Ce livre est absolument génial, il dit que nous avons une sorte de devoir de désobéissance et si vous êtes intéressés, nous avons fait un podcast juste sur ce livre dans notre prépa, 17 heures de cours passionnants pour décrocher un 20 sur 20 en philosophie. Le lien de cette petite prépa est en description, enfin petite, ça fait quand même 17 heures de cours, mais ça vaut le coup. Cette prépa a permis à 13 de nos candidats l'année dernière d'obtenir 20 sur 20 au bac. Donc si vous êtes intéressé par Discours de la servitude volontaire, mais il y a également énormément de leçons dans cette petite prépa pour décrocher la note maximale, allez voir le lien en description. Et pour résumer rapidement, Étienne de la Boétie nous dit « Les tyrans sont grands car nous sommes à genoux ». Pour lui, et c'est là que son idée est révolutionnaire, c'est que finalement, s'il y a des tyrans, c'est pas parce qu'ils sont méchants, tout le temps on plaint les victimes, on dit « Ah, pauvre victime, il y a quelqu'un qui était trop puissant, qui, comme un tyran, comme un dictateur, etc. » Eh bien, Étienne, il n'est pas du tout d'accord. Il dit « C'est la faute des victimes, ou au moins à 50. 50-50. Enfin, c'est encore plus la faute des victimes, parce que si ils ont quelqu'un d'oppressif, un oppresseur qui les dirige, c'est de leur faute. Et tout ce qu'ils ont à faire pour ne plus avoir quelqu'un de tyrannique au-dessus d'eux, c'est d'arrêter d'obéir. C'est ce que nous dit Étienne de la Boétie. Arrêtez d'obéir. Si un pouvoir autoritaire est fort, eh bien, aucun humain n'est assez fort pour contrôler des millions d'autres. S'il est assez fort, c'est parce qu'il y a plein de collaborateurs. Et donc, cessez d'obéir, cessez d'être un collaborateur. Ce livre est absolument génial. Vous avez peut-être lu une autre œuvre, Antigone, de Jean Anouilh, qui a été revisitée parce qu'à la base, c'est une pièce de Sophocle, de l'Antiquité grecque, et elle a été revisitée par Jean Anouilh, mettre un regard un petit peu plus Seconde Guerre mondiale là-dessus, et ça lui va assez bien. L'idée, c'est que Antigone est surnommée celle qui a dit non. C'est une jeune fille qui va s'opposer au pouvoir de son oncle. Un oncle qui est pas du tout un pouvoir oppressif dans le sens où c'est un homme bien. Si vous allez voir la pièce de théâtre, que vous lisez le livre, Créon est un bon roi. Seulement, il est obligé de prendre des décisions pragmatiques qui déplaisent à Antigone, qui est celle qui dira non, celle qui s'opposera au pouvoir. Si cette leçon vous a plu, je vous propose de cliquer sur le lien en description qui présente notre prépa 17 heures de cours passionnants pour décrocher un 20 sur 20 en philosophie. Et j'espère vous retrouver dans cette prépa.